Bonjour, je vous remercie d'être là pour assister à cette réunion sur la cybersécurité. Je m'appelle Patricia Bobot, je m'occupe de sécurité économique à la Chambre de commerce. Donc, bon, vous êtes là, vous devez le savoir, rares sont les entreprises aujourd'hui qui n'utilisent pas d'outils numériques. Ça, les acteurs malveillants l'ont bien compris et n'hésitent pas sur les moyens à mettre en œuvre pour dérober un maximum d'argent et quelquefois tout simplement pour faire du mal. Alors l'humain représente une grande faille dans la sécurité et avec le télétravail, le nomadisme, cela a permis aux hackers de se développer et de saisir en fait de nouvelles opportunités. Alors bien sûr, toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille et leur activité. C'est pourquoi l'État a missionné les chambres de commerce justement pour faire prendre conscience de ce risque cyber auprès des entreprises. Du coup, tout au long de l'année, nous faisons des réunions de sensibilisation, des webinaires avec les acteurs locaux du territoire, comme la gendarmerie, l'ANSSI, des prestataires aussi spécialisés dans les risques cyber, et aussi des formations. Tout au long de l'année, vous allez recevoir des campagnes pour venir participer, assister à ce type d'événement. Alors, ce matin, j'accueille Bernadette Leroy, qui est criminologue, expert en protection des entreprises, en management sur la sécurité des systèmes d'information, et elle dirige aussi la société Aesatis. À sa gauche, l'adjudant-chef Patrick Quillet, du groupe cybercriminalité de la section de recherche de la gendarmerie en région PACA. Et à sa droite, Régis Béton. Donc, on a la chance, enfin, si je puis dire, de l'avoir parce qu'il va apporter un témoignage de ce qu'il a vécu il y a quelques temps. Bernadette, c'est à toi ? Ah, ok. C'est mieux là? Là, on vous entend. Désolée. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges. Donc n'hésitez pas à poser vos questions quand vous le souhaitez. On n'est pas nombreux, donc on n'est pas obligé d'attendre la fin de la présentation pour pouvoir poser vos questions. Si vous avez envie de partager une expérience ou un vécu, n'hésitez pas. C'est comme ça aussi qu'on enrichit les débats et c'est assez intéressant de voir le vécu de chacun. Patricia. Ok, donc on a une présentation qui on va projeter une présentation, mais il se peut qu'on ne suive pas réellement toute la projection, donc ne vous inquiétez pas, mais tout sera dit en principe. Je voulais d'abord bien recadrer un petit peu le débat sur la cybersécurité parce que on entend de tout, on l'utilise parfois à mauvais escient. Et je voudrais juste le replacer dans le contexte de l'entreprise. Bon, je suis sûre que je vais simplement vous rappeler ce que vous savez déjà, mais en fait, la cybersécurité, donc toute entreprise possède des informations précieuses, hein, donc quelle que soit sa taille et quelle que soit son activité, on est bien d'accord. Et ces informations-là forment ce qu'on appelle le patrimoine informationnel, mais dans le patrimoine informationnel, il n'y a pas que du cyber. On est bien d'accord. Il y a du numérique, mais il y a du non numérique aussi. Et la cybersécurité va protéger tout ce qui est tout ce qui va être système informatique, tout ce qui est appareil mobile, tout ce qui va être le réseau, tout ce qui va être tout ce qui est lié au numérique d'une manière générale. Et là, on va être sur cette protection-là. Et quand on parle de cybersécurité, on est autant sur de la sécurité et de la sûreté. Je fais bien la différence entre les deux. Donc, pour schématiser, vous faites tous la différence entre la sécurité et la sûreté ou pas du tout? Quelqu'un connaît la différence entre la sécurité et la sûreté pour schématiser ou pas du tout? Non? Alors, juste pour schématiser. Donc, la sécurité, ça va être tout ce qui relève de l'accidentel. Alors, tout ce qui est du monde de la sûreté va relever de la malveillance. Donc, c'est comme ça que je schématise très simplement et grossièrement. On est bien d'accord. Si on rentre dans le détail, c'est autre chose. Mais là, si on veut vulgariser les choses, on peut très bien faire la différence comme ça.
Donc, c'est bien de recadrer un petit peu le monde de la cyber. Donc, le monde de la cyber, on pourrait très bien dire qu'il relève principalement donc de la malveillance, donc de la sûreté. L'idée, c'était de rappeler un peu des définitions, mais on va passer très rapidement parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet et que vous comprenez la différence entre un système informatique et le monde de la cybersécurité, donc qui est vraiment, encore une fois, la protection pour sécuriser donc la confidentialité et puis l'intégrité des données que l'entreprise peut et possède. Donc là, Monsieur Quillet va pouvoir peut-être aussi approfondir sur les chiffres. Donc ça, c'est les chiffres qui datent de il y a 2 ans, ou même il y en a, il remonte un peu plus. On est quand même sur 978 millions de personnes concernées par les cyberattaques, sachant qu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur 5, avec souvent, maintenant, depuis quelques années, on a, Monsieur Quillet, je parle sous votre couvert, une augmentation des dépôts de plaintes et on a plus de la moitié des entreprises qui ont subi une attaque qui font aujourd'hui un dépôt de plainte. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, il y a un nombre noir que l'on ne maîtrise absolument pas. Et ça, c'est difficile à savoir parce que effectivement, il y a encore un grand nombre d'entreprises qui ne déposent pas plainte, mais pour les mêmes raisons qui sont les conséquences des attaques. Hein. Ça peut être une atteinte à l'image, ça peut être la réputation, une perte commerciale, financière, etc. Donc, c'est aussi encore aujourd'hui un sujet qui est moins tabou. On est bien d'accord, on en parle plus facilement quand on subit une cyberattaque. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, c'est une obligation de déclarer. J'entends par là, par exemple, le RGPD, où on vous vole des données à caractère personnel, il y a l'obligation de le déclarer. Donc là, c'est différent. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les données de l'entreprise. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, on n'a malheureusement pas les chiffres, ce ne sont que des chiffres, mais on n'a pas la réalité, on ne l'a pas encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés. Et la nouvelle tendance, donc ce qui ressort d'une étude du Césin, qui a été faite récemment. Hein. Donc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une multiplication des récidives. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a été touchée, aujourd'hui, elle est de nouveau attaquée. Avant, une entreprise était attaquée et on passait à une autre cible. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je suis désolée. Donc aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. C'est que l'entreprise qui a été ciblée peut être de nouveau ciblée. Et si on se base par rapport à cette étude-là qui a été réalisée récemment, une entreprise est en toucher en moyenne 3 fois dans l'année. Une cible. Donc voilà. Ça, c'est les nouveaux chiffres. Donc, 6 milliards d'individus qui sont susceptibles d'être attaqués cette année. Donc, c'était l'année dernière. Mais en fait, ce qui ressort aussi de certaines études, c'est que entre 2020 et 2021, on est à peu près sur les mêmes tendances et les mêmes chiffres. C'est un peu ça, Monsieur Quillet, vous êtes d'accord Oui. D'accord. Mais c'est à peu près, on est à peu près sur les mêmes tendances. Bernadette, les auditeurs à distance sont surpris de ce chiffre, 9 Français sur 10 déjà confrontés à un acte de cybermalveillance. Alors, c'est une étude, c'est un chiffre qui a été extrait d'une étude de 2019, donc qui ne sont sans doute plus du tout d'actualité, mais du coup, comme c'est une étude qui a été faite, c'est un sondage, donc c'est du déclaratif, c'est pas on n'a les chiffres ne sont pas vérifiés, malheureusement. Donc, je ne peux pas être certaine de ces chiffres-là. Le chiffre de le nombre d'emplois non pourvus. En fait, c'est le nombre d'emplois non pourvus par rapport lié au monde cyber. Aujourd'hui, on a un développement des emplois qui sont liés au monde cyber, mais on commence à avoir des formations, on commence à développer
des cursus vraiment spécifiques à cela, mais il y a quelques années, ça n'existait pas. Et donc, on a encore du mal à trouver du personnel qualifié. Oui, le manque de ressources, tout à fait. On a encore du mal à trouver du personnel qualifié dans ce monde-là. Excusez-moi, en ce qui concerne les 9 Français sur 10, je pense que c'est assez global. Oui, ça c'est global. Ça doit comprendre les gens qui reçoivent un mail. Oui, oui. C'est tout type de cyberattaque. La cybersécurité, donc les enjeux, bien évidemment, c'est faire face aux menaces qui sont croissantes. Hein, donc, on est de plus en plus sur du connecté. On l'a vu, on a basculé vraiment encore plus rapidement avec la crise sanitaire où on a ajouté le télétravail. Bon nombre d'entreprises ont dû changer leur mode de fonctionnement et de travail parce qu'ils ne travaillaient pas du tout en télétravail. Et on a vu des agents, des collaborateurs partir avec des serveurs sous le bras parce qu'ils ne sont pas dotés d'ordinateurs portables. Enfin, on a vu quand même des choses assez abracadabrantes. Mais c'est vrai que donc ça augmente forcément le risque et ça augmente les vulnérabilités. Donc forcément, les cybercriminels se saisissent généralement de toutes ces opportunités. Donc c'est l'enjeu de la cybersécurité aujourd'hui concerne toutes les entreprises et c'est ce que disait Patricia, c'est quelle que soit son activité aujourd'hui, que ça part de l'association, de la start-up jusqu'au grand groupe, tout le monde doit s'intéresser au sujet parce que tout le monde est concerné. Et la question, bon, je vous l'avais déjà entendu énormément de fois, mais c'est pas est-ce qu'on va être touché, est-ce qu'on va se faire attaquer. Non, c'est vraiment quand on va se faire attaquer et comment. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu est là. Et donc c'est bien évidemment que le risque zéro n'existe pas. On est bien d'accord. Je vais pas vous dire que le risque zéro n'existe pas, mais l'idée, c'est de diminuer son niveau de risque pour pouvoir faire face aux résidus qu'il reste et pouvoir s'y préparer. C'est surtout ça. D'où on parlera après, justement, de tout ce qui est gestion de crise, etc., l'anticipation, on en parlera. Donc, les opportunités, bien évidemment, c'est de se protéger. C'est un meilleur positionnement. Déjà, c'est un meilleur... On va se perfectionner technologiquement. On va avoir du matériel plus performant et plus équipé et plus protégé. C'est un levier commercial, hein, parce que quand vous dites que vous êtes protégé, que vous êtes capable de prouver que vous êtes protégé, c'est aussi une image de sérieux et de qualité. C'est que vous prenez en considération que vous avez des vulnérabilités, que vous protégez. Et donc, si vous protégez aussi vos parties prenantes. Et ça, c'est important. Être mieux armé pour anticiper des attaques, oui, c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous dis. Hein, si ça vous arrive, c'est que vous soyez prêt. Oui, que vous avez anticipé et que vous puissiez y faire face le plus rapidement possible et limiter les dégâts au maximum. Donc les thématiques pour nous, hein, ce qui nous semblait avec la CCI essentiel vraiment pour commencer la cybersécurité. Bon, après, c'est vrai que quand on maîtrise le sujet, c'est un peu plus, c'est vraiment les bases, et que quand vous maîtrisez le sujet, vous pouvez aller bien plus loin que ces thématiques. Mais déjà, si l'ensemble de vous, vos entreprises, vos personnels, vos collaborateurs ou vos collègues maîtrisent déjà ces thématiques-là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc les thématiques essentielles, la connaissance et la détection forcément des cybermenaces, déjà avoir des notions de base, faire la différence entre la sécurité et sûreté, là ce que c'est un patrimoine informationnel, un système d'information, un système informatique, etc. Ça peut paraître, ça peut vous paraître pas bête, mais c'est que tout le monde maîtrise, mais non, en fait, ce sont des notions que tout le monde ne maîtrise pas. La sécurisation du parc informatique, bien évidemment, avec la protection technique. L'usage des collaborateurs avec l'hygiène comportementale, on va l'aborder parce que ça, c'est un sujet quand même qui est aujourd'hui bien d'actualité et qui est nécessaire. Et puis, surtout, préparer la gestion de crise et analyser les contrats d'assurance cyber-risque. C'est évident que c'est lié forcément et c'est inévitable de se préparer à une éventuelle crise et puis surtout
Et ben aujourd'hui, il existe des contrats d'assurance et qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bien évidemment, il n'existe pas de portrait robot hein, des cyberattaquants. Ça, je vous l'apprends pas. Hein, c'est pas un blond, brun, un chinois, un russe, ou peu importe ce que vous voulez. Mais non, il n'existe pas de portrait robot. Mais par contre, il existe quand même il existe des tendances aujourd'hui que l'on peut faire ressortir. Je ne sais pas si Monsieur Quillet a un avis là-dessus, mais sur les différentes typologies de cyberattaquants. On a tendance à s'imaginer que ça vient de Chine ou de Russie, et parfois c'est du franco-français. Et même généralement, les franco-français sont très performants dans le domaine. Tout à fait. À l'époque, on avait un peu on va dire des bidouilleurs à l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi des cybercriminels très professionnels, très organisés. Et quand ils frappent, ils savent exactement où frapper et comment frapper. On a aujourd'hui encore hein, des bidouilleurs. Il faut pas penser qu'on n'en a plus, bien évidemment, mais on a ça plus autre chose. Donc en fait, on a vraiment un développement. Hein, c'est de la cybercriminalité où ils se dotent de compétences, de connaissances, et puis ils s'adaptent aux nouvelles. Et puis ils innovent aussi. Des fois, on a des nouvelles attaques et ça arrive et ça perdure pendant des années parce que vous verrez, on l'abordera après, je ne sais plus dans quelle partie, mais la tendance et le mode opératoire et puis les types d'attaques, même si ça évolue, malgré tout, on retrouve quand même une certaine constance dans les types d'attaques. Et après, on a déjà eu le cas des jeunes français donc, qui ont évolué, qui au départ ont commencé à développer des sites de Warez, de téléchargement illégal, même pas majeurs. Ils se sont fait attraper par ceux qui débutaient, donc ils ont fait des erreurs. Et quelques 5-6 ans plus tard, on les retrouve comme premier exportateur de drogue de synthèse vers les États-Unis en vendant sur le Darknet. Et là, on voit qu'il a corrigé beaucoup d'erreurs, mais malgré tout, il s'est fait repérer quand même. Mais on voit qu'ils apprennent de leurs erreurs et cette personne-là, elle a 25 ans, je pense qu'elle n'arrêtera pas, puisque c'est très lucratif, mais qu'elle va se perfectionner et qu'elle deviendra indétectable dans ses activités illicites. Donc l'année 2020, ça a été une année exceptionnelle, même tendance sur 2021 avec donc les types d'attaques. Donc je parlais toujours sous le couvert de Monsieur Quillet, phishing en tête de liste à peu près, avec tout ce qui est le ransomware. Hein, c'est vraiment ça fait partie du top 5. On a aussi je vais là quand même le dire ici, même si pour moi c'est pas lié, c'est lié à la cyber, au monde cyber, mais c'est pour moi pas une attaque cyber. On est bien d'accord. C'est la fraude au président. On est bien d'accord que pour moi c'est la fraude au président. En fait, la fraude au président, vous savez pas ce que c'est? Je vous explique en fait. Donc en fait, peut-être Monsieur Quillet, du coup, vous allez pouvoir l'expliquer encore mieux que moi. Alors, oui. C'est ce qu'on appelle aussi les faux-vies, les fauseurs de virement. C'est-à-dire qu'un escroc va se faire passer pour un intermédiaire, un partenaire ou le président. Il va appeler, on va dire, le maillon qu'il aura détecté comme faible et il va se débrouiller pour faire des virements à la victime, à son profit. Et généralement, c'est ça, souvent, c'est ce qu'on appelle du social engineering. Oui. Donc, l'escroc va se renseigner sur la société et il va pouvoir argumenter tout son discours pour mettre en confiance la victime, le maillon faible. Et des fois, on a eu le cas où ça a duré pendant 3 semaines. L'escroc a réussi à mettre en confiance le comptable. Et le comptable et des cadres de la société, puisque malgré tout, la société avait mis des pare-feux, on va dire. C'est-à-dire que pour déclencher un virement, il fallait double validation, le comptable, et le virement devait être validé par un cadre.
en fonction du montant, il était validé par un deuxième cadre. Et tous ces cadres-là, ben, pendant 3 semaines, ils ont été bernés et ils ont viré jusqu'à 1 500 000 €. Donc les dégâts peuvent être Voilà. assez Donc après, en fonction de la durée, on a pu récupérer à peu près la moitié des virements, puisqu'en fonction, si on réagit dans la semaine à peu près, on a une chance de pouvoir bloquer les fonds, notamment par TRACFIN. Mais c'est pas du 100%. Alors, c'est une pratique qui existe quand même maintenant depuis quelques années, mais qui perdure dans le temps. C'est quand même, c'est ça qui est curieux. Bon, après, il y a quelques variantes, hein, comme l'expliquait Monsieur Quillet, mais néanmoins, ça persiste. Et en plus, c'est vrai que donc dans une certaine taille d'entreprise, on met des pare-feux. Donc, ça veut dire double validation, vérification, etc. Et pourtant, parfois, certaines entreprises, même d'une certaine taille, se font encore avoir. Donc, c'est quand même quelque chose qui persiste. Mais c'est pas, je voulais pas trop insister sur celui-ci. Enfin, il fait partie du top 5 aussi, mais c'est pas celui qui est le plus inquiétant aujourd'hui. En fait, celui qui inquiète certains experts, c'est l'attaque par rebond. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est en augmentation. Le ransomware, il existe, il est là, on le sait, et les chiffres restent à peu près les mêmes, si mes sources sont bonnes. C'est pareil pour le phishing et c'est pareil pour les autres types d'attaques. Mais l'attaque par rebond, donc peut-être Monsieur Quillet pourrait expliquer ce que c'est l'attaque par rebond. Alors, déjà, je voulais préciser également, alors le phishing, il peut être lié aussi à ce qu'on appelle, ce qui a explosé, c'est des escroqueries aux investissements. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez voir d'investissement en SCPI, en crypto-monnaie. Vous allez cliquer, quelqu'un va vous rappeler au téléphone pour vous proposer des placements, vous dire que vous avez l'opportunité de faire une crypto-monnaie, notamment, les cours ont explosé. Ils présentent, ils ont un site internet qui est fonctionnel, le site est fonctionnel. Quand on regarde bien, on voit qu'il y a des couacs quand même. Mais une victime lambda va tomber dans le panneau et elle va investir des sommes d'argent. Des fois, les gens vont investir, ils vont vendre un appartement pour investir dans la crypto. Et bien sûr, après l'escroc, c'est très structuré. Il y a une équipe qui va récupérer les données pour constituer des fichiers clients, on va dire, qui vont les revendre à des gens qui ont monté les sites internet. Et après, il y a une autre équipe qui a fait créer des comptes bancaires dans des pays européens au départ, et après vers des pays, que ce soit la Chine ou en Russie ou dans d'autres pays qui sont moins coopératifs. Et là, il y a c'est une des escroqueries ces dernières années qui a le plus explosé. Que ce soit ce qu'on appelait les escroqueries au diamant, même au vin. Enfin, il y a eu des escroqueries vraiment un peu partout. Et c'est lié au phishing puisque c'est souvent les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, alors selon certaines études, encore une fois, à prendre à de la hauteur avec les études qui sont publiées, parce que tout dépend, on peut faire ce que l'on veut des chiffres. Et encore une fois, comme on est sur un monde où on maîtrise pas on n'a pas toutes les informations et c'est compliqué de rassembler, encore une fois, parce qu'on n'a pas on n'a pas tout le temps des dépôts de plaintes, parce qu'on n'a pas toujours, on n'en parle pas toujours, etc. Donc il y a quand même, ça reste quand même, on est sur des chiffres à prendre avec du recul. Mais selon certaines études, le phishing, sous toutes ses formes, resterait la première attaque, la première, avant le ransomware. Donc, ça serait celle-ci vraiment la première. Après, donc, ce que je vous dis, ce qui est gênant et ce qui inquiète certains experts, c'est la fameuse attaque par rebond. Donc, si M. Quillet veut un exemple où donc on a notre témoin justement qui va pouvoir nous partager son expérience justement par une attaque par rebond. Donc, j'espère qu'il ne sera pas victime une nouvelle fois, mais peut-être expliquer d'abord, M. Quillet, ce que c'est une attaque par rebond et après, comme ça, on aura peut-être l'exemple de… Alors, ce qu'on appelle parfois attaque par rebond, oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir une victime
Mais en fait, une première victime, et en fait, l'escroc va viser un des partenaires de la victime ou un client de la victime. Et en récupérant des données de la première société attaquée, on va dire, il va pouvoir attaquer la deuxième. Oui, tout à fait. Et après, ça peut être donc utiliser une victime pour atteindre une autre victime, d'accord, pour étendre son champ d'attaque. Par contre, ça peut être aussi le fait étant donné que moi, je veux atteindre ma cible, elle est trop protégée, je vais d'abord passer par un de ces fournisseurs qui est moins protégé pour atteindre ma cible, d'accord. J'utilise un relais pour attaquer parce que je sais que je n'arriverai pas à pénétrer directement le système. Je vais faire une attaque. Donc, il y a différentes méthodes dans l'attaque par rebond. Et là, je pense que je vais laisser parler notre cher ami sur son expérience et son vécu. Oui, bonjour, Lise Béton. Je dirige un bureau d'études de 18 personnes. Pour faire simple, on a 12 ordinateurs reliés à un serveur. On avait un système, donc nous, de protection qui était constitué, outre les archives papier, par une télésauvegarde sur une partie des données externalisées, sur une partie seulement parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher et que donc on n'avait que 5 ans qui étaient sauvegardés et pas tous les types de fichiers. En plus, on avait mis en place un disque dur externe, ce qu'on appelle un NAS, qui est un disque dur protégé contre le feu, contre les pressions, tout ça, les orages magnétiques et tout, mais qui était relié en permanence au serveur. Ce qui s'est passé, c'est un matin, j'ai un ingénieur qui m'appelle, qui me dit « j'ouvre 3 fichiers, j'ai l'impression qu'ils sont cryptés, qu'il y a un problème avec ». Donc tout de suite, je lui demande de tout arrêter, tous les ordinateurs. C'était 7 h du matin, donc c'était le premier au bureau. On a tout débranché, tous les ordinateurs, et débranché le serveur du réseau, débranché tous les ordinateurs du réseau. On a redémarrer des ordinateurs les uns après les autres sans les connecter au serveur. Aucun des ordinateurs périphériques n'était infecté. On a prévenu donc la société, on est une société qui nous fait de la maintenance du serveur et qui nous fait tout ce qui est opération de contrôle et qui assure aussi la gestion de la télésauvegarde, qui est venue récupérer le disque dur et pour essayer de voir, parce que donc, ce qu'il en était, on a analysé le serveur, donc le serveur était crypté, ils nous ont dit c'est un ransomware. Pour aller vite, ils ont réécrit sur le même disque dur, ils ont réeffacé notre disque dur, ils l'ont remis à zéro, ils ont téléchargé toutes les données qui étaient télésauvegardées. Et comme ça, on a pu retravailler au bout de... Enfin, c'est arrivé un mercredi, le lundi d'après, on pouvait retravailler. Les problèmes, c'est que en faisant cette action, ce qu'on nous a expliqué, parce que moi j'avais pas mal de contacts dans l'informatique, qui m'ont expliqué comment on peut fonctionner les ransomware ou ce type d'attaque, c'est d'une part, c'est a priori le virus n'efface pas le fichier d'origine. Il en fait une copie cryptée et après on a accès, alors là je parle sur le contrôle des spécialistes, qu'à la copie cryptée. Et sur les disques durs, souvent il reste le fantôme du fichier d'origine. Donc, suivant la complexité du cryptovirus, on peut récupérer les fichiers fantômes. Donc, dans le manque de peau, comme le disque dur a été remis à zéro, c'est impossible. Donc, nous, pour arriver à récupérer toutes nos données, on avait des données éparses sur tous les disques durs, ça a été un travail de plusieurs mois pour récupérer toutes les données qu'on avait malheureusement perdues. Et par contre, on a récupéré des données papier. Heureusement, on avait des sauvegardes papier. Tous les envois qu'on avait fait par mail, on a récupéré. Donc, tous les fichiers qu'on avait envoyés par mail, on a pu les récupérer. Donc, on a perdu beaucoup de temps, mais on n'a pas trop perdu en information. Et avec les archives papier, on arrive à reconstituer. Donc, je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Et par contre, on n'a pas eu de demande de rançon. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est une attaque par rebond. C'est soit on était... la porte d'entrée pour quelqu'un d'autre qui était visé, soit on a récupéré un virus de quelqu'un qui a été visé, mais la demande de rançon ne nous était pas destinée, soit, là je suis moins sûr, on a été tellement rapide que ça a eu le temps de s'installer. La réaction a été trop rapide pour que ça s'installe. Les 2 portes d'entrée possibles qu'on avait, c'était soit le téléchargement d'un fichier, et là on a fait contrôler tous les fichiers qu'on avait téléchargés, et a priori on n'a rien trouvé, soit on pense que c'est arrivé par la société qui gère notre serveur,
comme eux, ils avaient une entrée continue sur notre serveur pour le contrôler, pour voir s'il y avait des trucs, c'est entré par là. Mais bon, on n'avait pas les moyens de faire une recherche, on a fait un dépôt de plainte, bon, l'assurance n'a pas marché, bien sûr, mais bon, voilà. Parce que ce n'était pas une assurance spécifique pour ça, hein, c'était juste l'assurance du bureau d'études, ça n'a pas marché. On n'a donc pas recherché plus loin, parce que c'est trop perdre de temps. Bon, on n'a pas de spécialiste informatique dans la boîte, donc moi en tant que gérant qui bidouille à droite à gauche. Maintenant, pour éliminer ce risque, bon, outre le fait que le prix des télésauvegardes diminuant, ça a montré que ça marchait à peu près bien. On a augmenté le nombre d'années télésauvegardées, le nombre de fichiers. On a toujours notre disque dur NAS externe, mais qui lui se connecte que ponctuellement pour faire une télésauvegarde, pour faire une sauvegarde complète du disque dur. Et moi, en plus, j'ai un disque dur externe, moi, tous les mois, je viens faire une copie de mon disque dur et que j'incrémente chaque fois. Et dès que mon disque dur externe est plein, ça écrase la première version. Et comme ça, on espère, si on est retouché, perdre encore moins de temps et encore moins de données. Voilà. En résumé, ça a été beaucoup d'affolement parce que c'était en 2019, juste après il y a eu le Covid. Donc des difficultés pour trouver pas mal déjà les contacts, pour trouver les personnes compétentes. Heureusement, j'avais un petit réseau de connaissances qui m'ont aidé, mais bon, qui ont réussi à récupérer sur des disques durs, sur même le serveur qui avait été écrasé, qui a encore réussi à récupérer quelques bouts de fichiers. Et, bon, voilà. Mais ça a été un peu catastrophique au départ. Après, on s'en est bien tiré. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont des conséquences beaucoup plus graves. Je pense qu'on a juste eu un bout voilà, de ce qui peut se produire derrière. En tout cas, merci pour ce témoignage. C'est vrai que donc, on voit comme les conséquences peuvent être variées d'une entreprise à l'autre, que lorsque l'on a une certaine taille, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des experts en interne, donc on externalise. Donc, voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas de règle aujourd'hui qui s'occupe de la cybersécurité dans une entreprise. Souvent, c'est le dirigeant. On délègue un peu à qui on peut dans l'entreprise, et puis quand on ne peut plus, on externalise ce que l'on peut. Mais du coup, on dilue un peu ce contrôle aussi et cette maîtrise. Donc, c'est pour ça que c'est important. Après, on en parlera. L'assurance, typiquement, est-ce qu'on doit reporter notre risque sur une police d'assurance? Si oui, sur laquelle? Enfin, vous voyez, aujourd'hui, il en existe des tas, et c'est super, mais par contre, c'est important aussi de savoir ce qu'il y a derrière pour bien se prendre la bonne assurance. Parce que alors là, on a souscrit à une assurance, mais en fait, l'assurance couvre essentiellement toute la partie reconstitution des données. Ok, pas les dommages. Les dommages, c'est pas très très clair. Hein, et j'ai une première assurance qui m'a refusé puisque j'avais déjà été attaqué. Ils m'ont dit non, mais regardez, on s'en est bien sorti finalement. Non, mais ils ont refusé. Et la deuxième assurance sur la rançon, ils ne payent pas, ça c'est sûr. De toute façon, il est conseillé de ne pas payer, je crois, pour faire le contrôle. Et puis, excuse-moi, il y a eu un rappel à l'ordre. Ouais. Puisque certains assureurs ont réglé la rançon un petit peu trop rapidement, et c'est contre-productif en fait. Oui, parce qu'en fait, on paye la rançon, mais on n'a pas de certitude d'avoir la clé de décryptage derrière. Donc, c'était un peu à double tranchant. Et voilà, donc c'est un peu compliqué avec les assureurs aussi. Ils sont un peu frileux parce que c'est un risque qui est en explosion et ils n'ont pas encore encaissé, je crois, assez de cotisations pour vraiment bien le couvrir. C'est un marché en devenir. L'assurance cyber, c'est encore tout jeune. Donc, c'est sûr qu'il y a encore, je pense, de la maturité à prendre sur ce marché-là. Mais c'est vrai qu'on a déjà au moins le mérite d'avoir des assurances qui existent. Et effectivement, après, c'est de savoir ce que l'on a réellement besoin. Et je pense qu'après, c'est de la négociation avec son assureur qui est à mettre en place. Pour entrer dans le détail donc des thématiques, pour faire rapidement un check-up. Donc, en fait, sur les connaissances et détection de la cyber, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour prévenir, détecter, anticiper, etc. Puis répondre à tout type de menaces. Les connaître, ça permet aussi ça permet vraiment de
se préparer et de se prémunir. Quand on ne sait pas, malheureusement, on se prend de face et c'est un peu compliqué. Un minimum de connaissances est nécessaire non seulement pour vous, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui constituent la structure. C'est encore un peu compliqué. Alors, quand on parle juste d'Internet, ça va, c'est pas compliqué, ça parle à tout le monde. Mais quand on rentre un peu plus dans la robustesse du système, dans la structuration du système, etc., c'est un peu plus complexe et il y a peut-être des nuances à aborder. Donc, c'est vrai qu'avoir un minimum de connaissances, c'est nécessaire quand on aborde le monde cyber. Même si on ne deviendra pas un expert en cyber, c'est quand même important de connaître au moins un minimum, avoir des connaissances et des notions en la matière, c'est important. Et rien ne sert bien évidemment de bunkeriser votre entreprise, hein, parce que c'est pas parce que vous allez bunkeriser votre entreprise qu'elle n'aura pas de risque, c'est pas ça. Vous allez diminuer votre niveau de risque, je suis d'accord, mais vous allez aussi empêcher vos collaborateurs de travailler. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est réel et approprié à votre structure. Ça ne sert à rien de transformer votre structure en Hollywood. S'il n'y a personne derrière pour regarder les caméras, ça ne servira absolument à rien. En fait, l'idée, c'est vraiment de connaître sa structure, son état des lieux, ses vulnérabilités pour vraiment adapter les protections qui sont les plus appropriées. Parfois, c'est une procédure. Parfois, oui, c'est de la technique, de la mécanique ou autre chose, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, bien faire attention à ça et pas devenir... c'est parfois le cas et du coup, ça empêche les collaborateurs de travailler, mais en plus, ce n'est pas efficace. Être partie, c'est forcément lié parce que de toute façon, les attaques sont, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si on retrouve un socle commun, il y a quand même, ça bouge, il y a des variantes, etc. Et donc, se tenir à jour, à part un réseau, hein, ne serait-ce que par un réseau stratégique. Là, aujourd'hui, on est en train de créer un réseau par de l'information comme ça qui sont véhiculées. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je fais partie de l'ARCI, qui est l'association réserviste du chiffrement et des systèmes d'information. En gros, ça me permet aussi de me tenir en veille, de participer aussi c'est ma petite pierre à l'édifice pour participer justement à de la connaissance et justement, plus on aura de la connaissance, plus on pourra réagir. L'information, c'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre. Les entreprises sont confrontées à un nombre croissant de menaces, oui. Donc, c'est les attaques non seulement se multiplient, mais on ne s'en prend pas qu'à des grands groupes, on s'en prend aussi à des petites structures, mais pas que des petites structures. On s'en prend. Les attaques ne sont pas les mêmes forcément sur les types d'entreprises, mais il n'en reste pas moins qu'elles sont toutes touchées. Donc, la sécurisation du parc informatique et la protection technique, bien évidemment, c'est la base de la cybersécurité. Connaître faire un état des lieux en interne pour voir les vulnérabilités à laquelle vous êtes touché, les risques, pour anticiper les risques, pour se prémunir. Vous n'avez pas le choix de passer par donc la sécurisation, mais si vous voulez passer par la sécurisation, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas fait un état des lieux, vous ne pouvez pas faire de la sécurisation, parce que sinon, ça va être, vous allez sécuriser, mais vous ne savez pas ce que vous sécurisez. Et attention de ne pas négliger certaines vulnérabilités, même si on est d'accord que les cyberattaques passent majoritairement par la cyber, par les réseaux. Ce n'est pas que le cas. Ça peut être aussi de l'intrusion dans l'entreprise. D'accord. Nécessité donc, de réaliser un minima, donc l'audit de vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment l'audit de vulnérabilité et puis la sensibilisation. Je pense que c'est les deux vraiment premières phases à mettre en place quand on veut se sécuriser. Patricia? Merci. Donc la sensibilisation, donc notamment passe par pour un apprentissage, donc l'usage des collaborateurs, une bonne hygiène d'utilisation du numérique, c'est indispensable aujourd'hui dans toute structure. Et les bonnes pratiques, c'est comment? On passe par une sensibilisation, on apprend, on rééduque, on met une culture en place de l'utilisation de tout ça, et ça diminue quand même énormément le risque. Un tiers des attaques, des vols et des pertes de données sont souvent dues à de la maladresse,
à de la méconnaissance, à une mauvaise manipulation. Donc, les bonnes pratiques, déjà, c'est vraiment la base. Donc, l'usage des collaborateurs qu'ils vont faire du numérique, des données qu'ils vont avoir, etc., ce qu'ils peuvent faire, télécharger un logiciel ou pas, etc. Les bonnes pratiques sont quand même… Alors, il y a du bon sens aussi, hein, mais parfois, on a l'impression que le bon sens, il n'y en a plus et que, en même temps, quand on est attaqué, le bon sens, on a du mal à prendre du recul, on est dedans, on y va et c'est difficile à savoir ce que l'on doit faire, pas faire. Mais déjà, au quotidien, instaurer des bonnes pratiques, ça diminue les risques. Et enfin, donc forcément, si on s'est préparé, normalement, on a diminué donc, les risques. Donc, on peut bien se préparer à affronter la crise, mais une crise se prépare. Donc, oui, on anticipe les crises, on les prépare. Et s'il y a un avant, un pendant, un après, il y a qu'est-ce qu'on fait pour la communication, quand est-ce qu'on la lance, etc. La cellule de crise qui la compose, etc. En fait, on prépare la gestion de crise, ça se prépare. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, quelle que soit la taille, hein, c'est pas… oui, alors ok, ça sera pas la même préparation, on n'aura pas forcément les mêmes exercices, mais la crise, ça se prépare. Je ne sais pas si M. Quillet a un petit mot à dire justement là-dessus, mais c'est un sujet important. Alors, préparer, anticiper et vérifier que ce que vous avez prévu fonctionne. Par exemple, des fois, il y a des sociétés qui pensent avoir, oui, c'est pas de problème, on a des sauvegardes. Et puis, le jour où ils veulent mettre en place leur sauvegarde, ils se rendent compte qu'elle ne fonctionne pas. Donc, il faut anticiper et vérifier que tout fonctionne. Tout à fait. Et donc, les contrats d'assurance, on l'a abordé, hein, n'est-ce pas? Donc, on va vite passer le sujet, puisque de toute façon, oui, c'est important de savoir qu'il existe des contrats d'assurance. C'est important de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire et ce qui est bon. Et comment, justement, regarder le contrat d'assurance, analyser le contrat d'assurance. Pourquoi pas faire une étude de due diligence pour voir les différentes… alors, une étude de due diligence, vous savez ce que c'est ou pas? C'est pour voir la fiabilité d'un partenaire ou une étude sur un futur fournisseur, ou etc. En fait, à la base, c'est quand même la fiabilité d'un partenaire, un fournisseur, un client, etc. Et ça permet aussi d'étudier les avantages, les inconvénients. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à là. Mais voilà, c'est important de savoir qu'il existe des assurances en la matière et ce qui est bon et pas bon de faire. Moi, je ne vends pas des assurances, mais je pense que c'est un dispositif supplémentaire dans la prévention, la protection. Donc, je pense que c'est bien de savoir que ça existe. Après, vous pouvez décider d'en prendre une ou pas, mais au moins, vous savez que ça existe et vous savez les avantages et les inconvénients que vous avez à prendre ou à ne pas prendre. C'est ça qui est intéressant à savoir dans ce volet-là. Juste une information, en fait, les personnes, les entreprises qui répondent à des appels d'offres, on sait aujourd'hui que les acheteurs vont demander ce type de mesures, c'est-à-dire quelles mesures vous prenez pour protéger vos données, votre entreprise, est-ce que vous avez une assurance, donc ça favorisera une prise de position pour l'acheteur. Ouais. Et de même, hein, les assurances n'assurent pas toutes les entreprises. Non. Il faut déjà avoir pris des mesures au sein même de l'entreprise pour qu'elles évaluent le risque. Oui, un petit mot dessus? Oui, l'assurance nous a demandé qu'est-ce qu'on avait mis en place. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis en place? Donc, la télésauvegarde, le disque dur externe, les sauvegardes, tout ça, un gestionnaire externe aussi, en plus de nous, pour pouvoir assurer. Et je pense que si on n'avait pas eu le système de télésauvegarde, il ne nous aurait pas couvert. Bien sûr, on avait les antivirus, antivirus serveur, antivirus sur chaque ordinateur, mais bon, c'est passé à travers. Dans toujours un coup d'avance. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui est demandé quand même pour pouvoir être assuré. Sinon, ça fonctionne pas. Oui, donc il y a une réciprocité, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne pas prendre une assurance ou prendre une assurance, mais eux sont effectivement réalisent une étude pour voir si vous aussi vous êtes assurable ou pas. S'il n'y a rien qui est fait et que c'est un peu la porte ouverte aux attaques,
il y a de grandes chances qu'ils vous refusent, ou alors si vous avez déjà subi 3-4 attaques, il y a des chances qu'ils refusent de vous assurer. Ouais. Ils nous ont aussi demandé quelle société assurait la télésauvegarde, quel était le service, c'est-à-dire OVH, ODrive, des choses comme ça, pour savoir si la société qui nous faisait la télésauvegarde, qui gardait nos données, était aussi fiable. Oui, parce qu'il y a aussi une explosion de sociétés qui proposent de la sauvegarde de données, mais et qui sont pas fiables. Qui un jour existent, le lendemain, elles n'existent plus, et vos données non plus. Voilà pourquoi c'est exactement ce que je vous disais par rapport à l'étude de due diligence, c'est la fiabilité de vos partenaires. C'est important ça. Oui. Nous sommes courtiers en assurance. Et, bah voilà. Voilà. Et nous orientons nos clients et nous les conseillons via des solutions d'assurance cyber. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est en 2019, en termes de volume collecté lié à l'assurance cyber, uniquement à cette branche-là en France, c'était 110 millions d'euros. Oui. Pour un volume payé de sinistres par les assureurs de 230 millions d'euros. Donc, on se retrouve en fait aujourd'hui dans une situation avec une pénurie d'assureurs sur ce risque, puisqu'ils n'ont pas suffisamment de recul dans les conséquences financières derrière une attaque cyber. Donc, il y a la nécessité de créer une mutualisation auprès des entreprises, de façon à ce qu'elles puissent s'équiper sur ce risque-là, de façon à ce que les assureurs aient de l'appétence, dans notre métier on utilise ce mot, pour donner en fait de la capacité à assurer les entreprises. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises sont assurées. Dans les PME, TPE, on estime que c'est entre 3 et 5% qui sont assurés. Alors qu'il y a des possibilités. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être assuré pour une PME qu'une grande entreprise. L'éligibilité est beaucoup plus contraignante dès qu'on dépasse les 50 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a encore des solutions avec certains acteurs. Et ce qu'il faut garder en tête dans un contrat d'assurance cyber, il est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est la partie gestion de crise. Vous avez les experts en communication, en IT, en sauvegarde, qui vont vous épauler, vont être là H24 avec vous, pour vous aider à repartir le plus vite possible. Et communiquer surtout auprès de vos fournisseurs et clients pour éviter en fait que ça nuise à votre image. Ça, c'est le premier pilier, l'un des plus importants, puisqu'on n'a pas toujours les experts, vous le disiez tout à l'heure, en interne. Donc, ça permet d'externaliser à travers l'assurance cette solution-là. Le deuxième, c'est la partie RGPD, le risque de fuite de données, et on peut venir vous rechercher sur cette base-là. Même si, dans les faits, depuis la mise en place du RGPD en 2017, je crois, il y a assez peu en fait de recherche sur ce point-là suite à une attaque sinistre, suite à une attaque cyber. Et le dernier point qui est très important, c'est les frais de reconstitution du SI et la perte d'exploitation consécutive. Si demain, vous êtes une société, vous ne pouvez pas faire tourner vos machines parce que vous êtes dans l'impossibilité, tout est relié à votre système informatique, c'est de la perte chaque jour et l'assureur est en capacité d'indemniser cette perte de marge. Voilà. Merci pour cette contribution. Du coup, j'ai noté quelques chiffres qui vont bien être utiles. Merci. Je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? J'étais très claire. Merci beaucoup. Il y a une prise en charge par une info. À l'issue de la formation, en fait, on met en place une hotline pendant quelques mois. Donc, l'entreprise peut appeler la structure pour avoir des petites précisions. Et en fait, on fait ensuite un bilan quelques temps après avec l'entreprise pour voir justement comment ça se passe et s'il faut rectifier, s'il y a besoin d'aller plus loin par des formations ou autres. Donc ces formations, on fait intervenir la gendarmerie,
des experts, juristes en assurance cyber. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, et très important aussi, on propose aussi des visites surprises pour voir justement, tester un peu et voir si les salariés ont les bons réflexes. Donc, c'est aussi l'avantage de pouvoir suivre ces 2 journées de formation. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, vous avez mes coordonnées. Toujours pas de questions. Je vais vérifier de l'autre côté et sinon, on peut se libérer. En tout cas, merci à tous voilà, pour votre présence. Monsieur Béton, vraiment un grand merci. Juste pour vous dire que c'est excessivement difficile d'avoir des témoignages. Vous comprenez pourquoi. Voilà, donc c'est vraiment du fond du cœur. J'apprécie vraiment votre présence. Et ainsi que la gendarmerie, qui, bon, même si elle a des cas, vous le comprendrez, ne nous les divulguera pas. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.